les immeubles, les maisons, peu importe, le résidentiel est obligatoirement, hors chauffage, équipé d'électricité. Bon, il y a un certain nombre d'éléments qui ne fonctionnent qu'à l'électricité. Ça poserait déjà un problème immédiat d'un point de vue compteur et d'un point de vue abonnement. Et donc d'un point de vue coût. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est si on veut aller sur le problème du CO2. Le CO2 aujourd'hui, et même si on prend plus tard, dirais-je, des centrales qui soient équipées en énergie renouvelable, permet de dire que actuellement, l'électricité produite en France produit moins de CO2 que des ensembles, dirais-je, à base de gaz. Donc ça, c'est déjà une deuxième chose. La troisième chose qui est importante, c'est la facilité d'installation de l'électricité. Surtout si les constructions sont conçues pour utiliser l'énergie électrique de manière intelligente et de manière économique. Bien entendu, non seulement les normes RTA 2012, qui n'ont rien à voir avec les normes RT 2005, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a des différences importantes entre les deux. Non seulement peuvent être facilement accordées à condition de faire les études techniques nécessaires, avec des gens compétents pour le faire, et la deuxième des choses, c'est que l'on peut, dans certains cas, construire des immeubles, des logements, qui sont compatibles avec la norme 2020 à des coûts tout à fait économiques. Avec du chauffage électrique. Bien entendu, avec du chauffage électrique. D'accord. Et la dernière chose, enfin une des dernières choses qui est importante, c'est qu'en termes de sécurité, c'est pas la même chose. Puisque vous êtes obligé, si vous utilisez du gaz, soit en individuel, parce que vous pouvez avoir des immeubles où chaque logement a sa chaudière qui produit et le chauffage et l'eau chaude, ça nécessite des normes, dirais-je, de sécurité. Et en principe, là où se créent des accidents avec le gaz, c'est que dans la plupart des cas, les utilisateurs du logement ont bouché les ouvertures d'aération obligatoires parce que ça consommait de l'énergie. Et donc ça faisait froid dans la cuisine ou ailleurs. Donc on bouche. Mais personne ne prend en compte le risque du gaz dans ce cas-là. Et cela a créé la plupart des accidents que l'on a pu avoir dans les logements individuels. Alors, dans la rénovation de bâtiments existants, il faut faire la différence entre bâtiments collectifs et bâtiments individuels. Bâtiment individuel est souvent la propriété de celui qui l'habite. Donc, c'est son propre financement qui peut permettre de changer, par exemple, une chaudière à fioul ou à charbon pour une chaudière à gaz à condensation. Ce qui est sans doute le coût aujourd'hui le moins cher en termes d'installation. Ce qui ne veut pas dire que c'est le coût le moins cher en termes de consommation. Ce sont deux choses différentes. Et je dirais, je ne traiterai pas ce problème parce que, il est traité aussi bien chez EDF que chez GDF, et c'est un problème qui est propre à chaque personne. Par contre, là où de grands progrès peuvent être faits, c'est dans le bâtiment collectif, et en particulier dans les bâtiments dits HLM, bien que ce terme aujourd'hui ne veut plus dire grand-chose puisqu'il y a beaucoup de catégories différentes, mais là, on peut effectivement faire des efforts de rénovation, car pour faire une rénovation réelle à un prix économique, il faut vider les bâtiments existants. Car là est le vrai problème de la rénovation du bâtiment dit social. Il suffit, dirais-je, de construire un bâtiment aux normes aujourd'hui, puisqu'il sera réutilisé après plus tard, et de faire un système d'hôtel-logement qui permettrait de prendre une ou deux cages d'escalier d'un bâtiment, de reloger les gens dans un bâtiment neuf, dirais-je, aux normes, de transformer leur logement en le remettant totalement aux normes d'aujourd'hui, donc économiques, etc. Donc un investissement réellement productif,
plus qu'un abaissement des charges, etc. Et une mise à niveau du patrimoine immobilier. Car aujourd'hui, dans les HLM, ceux qui ont été vendus, dans la plupart des cas, ont été vendus dans très mauvaises conditions à des utilisateurs qui aujourd'hui n'ont plus les moyens de payer les charges. Et ça, c'est un problème d'ailleurs que le gouvernement a traité. Mais donc, il n'y a pas 36 solutions. Si on veut faire quelque chose, il faut le faire d'une manière efficace. D'une manière efficace, il faut, comme on fait pour un hôtel, quand on veut rénover un hôtel complètement, on le ferme, on le rénove et on le rouvre. Et c'est exactement pareil pour les logements collectifs. Sinon, ça ne fonctionne pas. On peut parfaitement le faire aujourd'hui. C'est une volonté des maîtres d'ouvrage. Parce qu'il faut qu'ils comprennent où est leur intérêt d'aujourd'hui à demain, sachant que la plupart des maîtres d'ouvrage sociaux ont une bonne partie de leur patrimoine qui est amorti, sur lequel ils pourraient se refinancer pour recréer, je dirais, des logements aux normes d'aujourd'hui, et créer également une autre construction, puisque le principe, dirais-je, du plan gouvernemental serait de 150 000 logements sociaux par an. À l'heure actuelle, on en est plutôt à 100 000. Le fond du problème, il est là. Où est le financement pour faire ce genre d'opération? Il suffit d'avoir une volonté au niveau de l'État pour que les sociétés d'HLM aient un accès à un crédit qui n'est pas uniquement celui de la Caisse des dépôts, mais qui pourrait être quelque chose d'européen ou autre, puisque les problèmes se posent aussi ailleurs, et qui permettrait de mutualiser des emprunts, et donc par voie de conséquence de diminuer les risques. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que même la France emprunte, et c'est tout nouveau, il n'y a pas longtemps, à taux négatif. À court terme, mais à taux négatif. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a des masses d'argent qui se promènent dans le monde, qui voudraient bien s'investir, mais qui ne savent pas où s'investir. Or, les mouvements HLM, avec une simple garantie d'État, sur un crédit mutualisé, permettrait d'avoir toutes les sommes nécessaires à la construction. D'accord. Voilà. C'est une solution. Il y en a d'autres très certaines. Fond, qu'est-ce qui est le plus économique pour l'utilisateur et surtout à terme? Et qu'est-ce qui coûte le moins cher à maintenir? Faire de la maintenance. Donc il y a des choix. Non pas que le gaz, c'est quelque chose à proscrire, pas du tout, mais des fois, les solutions électriques sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup moins coûteuses, où le gaz peut être réutilisé, parce qu'effectivement, comme vous disiez, dans des immeubles pas trop vieux, on pourrait, dirais-je, effectivement améliorer, rien qu'en changeant la chaudière actuelle par une chaudière à condensation. Voilà. Et ce qui serait forcément le plus économique immédiat, mais ça ne veut pas dire que ça aura le même effet sur les charges dans le temps. Parce que tout le problème, il est là, pour la plupart des gens, c'est combien ça va coûter. Et pour le bailleur social, le problème des charges devient primordial. Parce que moins il a de charges et moins son locataire a de charges à payer, mieux il sécurise son loyer. Donc pour lui, ça l'intéresse totalement. Et pour l'acquéreur, je dirais, d'immeubles et d'appartements, en particulier en immeuble collectif, l'intérêt, il est au niveau de la banque. Car aujourd'hui, les banques commencent à intégrer dans leur calcul de remboursement d'emprunt le montant des charges que les gens auront à payer. Enfin, des charges prévisionnelles, bien entendu. Donc, cela va jouer. Donc, moins on a de charges, mieux on se porte au niveau de l'accession. Donc, l'électricité est une excellente réponse à ce genre de préoccupation, à condition que tout le système soit conçu à des énergies renouvelables. Il y a un certain nombre de choses. Je dirais que chaque programme est un cas particulier qu'il faut étudier au niveau des énergies. Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur.